Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ce que fait le thé, où j'explore l'expérience avec le thé sauvage, le thé chinois. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir un invité pour partager avec vous toutes nos conversations qu'on a sur les bienfaits du thé, sur l'expérience du thé. Et il me semblait dommage de ne pas les partager, tous ces trésors de nos conversations. Donc aujourd'hui, je suis avec Victor. Bonjour Sabine. Bonjour Victor, est-ce que tu peux nous dire, te présenter brièvement? Je m'appelle Victor, effectivement, je suis né à Nice il y a maintenant bien longtemps et je partage donc avec Sabine le sud. Ma mère est née à Marseille comme Sabine, on a grandi tous les deux à Nice, on a fréquenté les mêmes quartiers, Sabine et moi. Et il se trouve qu'on a aussi une passion en commun, bien qu'on se soit rencontrés à l'âge adulte, c'est le thé. Raconte-moi cette première expérience de thé quand on s'est vu. Alors comment est-ce que le thé est venu dans ma vie Il est venu assez tard, vers la trentaine, euh, lorsque je me suis établi en Colombie-Britannique. Et quand j'ai retrouvé Sabine et les cérémonies du thé, et surtout la qualité du pu'er, eh bien j'ai revécu mes premières expériences dans la ville chinoise de Vancouver, dans ces grandes boutiques de thé de Taïwan, où j'ai d'abord pique, comme on dit en anglais, juste regardé à travers la vitrine sans oser rentrer, les grandes étagères bourrées de sacs de thé, de boîtes de toutes les formes et de toutes les dimensions, de ces immenses tables en teck, de toutes ces petites théières. Et tout ça, c'était inconnu pour moi. Moi, j'étais un occidental, un français, je connaissais les grosses théières. À Et l'anglaise? à l'anglaise et le mauvais Lipton, et j'en n'en buvais pas. Et bien sûr, un jour, je suis rentré, poussé par la curiosité. Et là, j'ai été très très bien accueilli. On m'a fait m'asseoir, on m'a demandé si je voulais goûter du thé, ce qui déjà est inexistant en France. Vous ne rentrez pas dans un café comme ça, on On vous te fait pas propose. goûter directement. En plus, c'était offert. Donc vous avez ces jeunes filles qui sont entraînées à la cérémonie du thé. À la chinoise, hein. À la chinoise, c'est-à-dire exactement comme fait Sabine, les toutes petites théières, les toutes petites tasses qui sont des tasses de dégustation, les 2 ou 3 tasses, on ne nous a pas fait pas boire qu'une. Et ça a été l'émerveillement des yeux, le choc culturel absolu, et puis très vite l'émerveillement de la bouche, instantané, et découverte incroyable, une demi-heure après avoir quitté le magasin de thé, au fond de la gorge naît une saveur complètement inconnue qui petit à petit vous prend tout l'arrière de la langue et toute la bouche. Et ça, c'est le vrai goût du bon thé. On en reparlera dans un prochain épisode. Mais raconte-nous, parce que toi, bon, les auditeurs ne le voient pas, mais tu es plutôt blond aux yeux bleus. Qu'est-ce Ouais, qui blond, fait, je suis plutôt blanc maintenant. qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la culture asiatique? Et c'est le mystère du karma. Ouais. C'est-à-dire que très jeune, j'ai été très intéressé par le zen japonais, ensuite par le bouddhisme que j'étudie depuis plus de 30 ans, puis par les arts martiaux chinois, et puis finalement par la médecine chinoise dont j'ai fait mon métier. Et c'est justement parce qu'on parle tous les deux des bienfaits du thé, mais qu'il m'éclaire, t'éclaire ma pratique du thé par ta vision de la médecine, en fait. C'est de ça dont on échange tous les deux. C'est exact, c'est-à-dire que mon goût du thé est passé du simple curieux à l'acheteur, bien sûr, puisque j'ai tout de suite voulu retrouver ce goût à la maison. Donc j'ai acheté des théières, j'ai acheté des tasses, j'ai acheté du très bon thé, mes premiers Longjing, mes premiers pu'er, mes premiers pu'er choux. Et puis j'ai étudié la médecine chinoise traditionnelle à Vancouver, d'après les enseignements d'un maître chinois issu d'une famille de 13 générations de médecins ininterrompus. Monsieur Léon Kokuen,
Donc j'ai pu être en contact direct avec ces enseignements. Et l'un de ces cours magistraux était sur la diététique chinoise. Très intéressant, on en a bien besoin. Donc la diététique chinoise ne parle pas que d'aliments solides, mais évidemment aussi, entre guillemets, d'aliments liquides, et essentiellement du thé, puisque c'est la boisson traditionnelle de la Chine ancienne. Et l'impulsion de ces épisodes de podcast qui vont suivre sur le thé et la médecine chinoise traditionnelle, c'est parce que tu as retrouvé tes cours et il y a de très très nombreuses pages sur le thé. Bien sûr, lorsqu'on Sabine et moi avons plus ou moins décidé lors d'une conversation à bâton rompu de pourquoi ne pas en faire profiter le plus de monde possible, je me suis replongé effectivement dans mes vieux dossiers et j'ai retrouvé ce cours que je n'avais pas oublié, hein, bien sûr, mais qui m'a permis de me rafraîchir la mémoire et aujourd'hui de vous en faire à nouveau profiter. Alors, si tu veux, on va poser les bases de ce que tu vas nous. De l'angle de vue que tu vas nous amener. Et je vais te laisser parler pour nous expliquer le vocabulaire que tu vas employer en tout cas. C'est exact. Alors, ce qu'il faut comprendre quand tu parles justement de l'angle de vue, c'est une des grandes différences entre la vision occidentale et la vision traditionnelle asiatique. C'est les champs d'expérience asiatiques se vivent sur plusieurs niveaux et avec plusieurs paires de lunettes. C'est pour ça que les Occidentaux sont souvent perdus, parce que pour nous c'est très linéaire, hein, c'est très entre guillemets scientifique. C'est-à-dire quelque chose est posé, une fois qu'elle est posée, on s'appuie dessus pour poser l'autre pierre, et de A on va à B, de B on va à C, de C on va à D. Le chinois, lui, va voir le monde de façon cyclique et non pas de façon linéaire, et sur plusieurs niveaux, comme d'une spirale, hein, une spirale montante ou descendante. Donc toute la vision du monde s'articule sur cette vision pluridimensionnelle. Donc moi, avec Sabine, on a choisi, puisque c'est ma vision, la vision du thé, non pas de celle d'un connaisseur, ou de celle d'un gourmet, ou de celle d'un acheteur de thé, ou de celle d'un vendeur de thé, mais de celle d'un médecin chinois traditionnel. Hein, qu'est-ce que ça veut dire le thé pour nous ? Pourquoi fait-il partie intégrante de la pratique quotidienne d'un médecin qui se doit bien sûr de pratiquer ce qu'il enseigne et surtout la façon dont il soigne. Alors, traditionnel, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Puisque tout ce dont je vais vous parler, ça fait partie d'une Chine qui a malheureusement plus ou moins disparu aujourd'hui. Hein. La tradition, ça ne veut pas dire la réaction, les vieilles choses, ne pas vouloir changer, ne pas vouloir bouger, s'enraciner, s'encrouter dans des vieilles choses. Pas du tout. Hein. L'étymologie de traditionnel, c'est trading, comme on dit en anglais, le trading post, le trading agreement, c'est-à-dire échanger. Donc la tradition, ça veut dire circuler, ça veut dire relation de maître à élève, ou de patient à praticien, ou de père à enfant, ou de génération à génération. Donc la tradition, c'est le contraire de l'encroutement, c'est le contraire de l'enlisement du savoir, c'est le contraire du secret, c'est faire passer la connaissance pour qu'elle s'approfondisse et qu'elle s'affine. Qu'elle s'incarne aussi. Absolument, rien de plus tragique que les vieux secrets qui meurent avec les vieux maîtres. Hein. Donc Léon Kokuen, lui, c'était un grand passeur de connaissances, hein, puisqu'il a transformé toute la connaissance extrêmement ancienne et traditionnelle et l'a rendue tout à fait assimilable pour nous occidentaux. C'est là son véritable génie. Hein. Donc pour vous parler très brièvement de la médecine chinoise traditionnelle, il faut d'abord savoir sur quoi elle s'appuie. Je t'écoute. Tout le monde, bien sûr, tout le monde connaît plus ou moins le symbole du Dao, hein, c'est-à-dire ou du Tao, comme vous voulez, c'est-à-dire ce cercle avec deux gouttes, une goutte noire et une goutte blanche. Au centre de la goutte noire, il y a un petit point blanc. Au centre de la goutte blanche, il y a un petit point noir. Et ça symbolise le yin et le yang.
Alors le yin et le yang, ce sont aussi deux concepts qui sont apparemment inconnus pour nous, mais pas vraiment, parce que je vais vite vous les traduire. Le yang, en gros, c'est la lumière, le soleil, l'invisible, la pensée, l'air, le jour, la chaleur. Le yin, c'est son contrepartie, c'est donc le froid, la nuit, le tangible, la matière, la lune, l'humidité. Ces deux composants vont régir l'univers entier, basés sur 4 lois qui sont très simples, mais sur lesquelles on peut passer une vie de réflexion. Ils sont d'abord enracinés l'un dans l'autre. Hein. Si vous voyez le symbole du Dao, vous voyez qu'il y a un petit point blanc au milieu du noir, un petit point noir au milieu du blanc, et qu'ils sont collés l'un à l'autre. C'est-à-dire que la séparation du yin et du yang, c'est la mort. Donc le yin et le yang sont imbriqués, inséparables, sauf au moment de la mort. Ensuite, ils sont en équilibre dynamique. Cet équilibre dynamique, c'est un peu comme vous tenez le volant de votre voiture. Hein, même si vous êtes dans une ligne droite, vous n'êtes pas là figé. Vous bougez tout le temps un petit peu, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. C'est ça l'équilibre dynamique. C'est donc un mouvement perpétuel. Et c'est ça aussi qui est très différent chez l'oriental, c'est qu'il sait que tout est en perpétuel changement. Qu'il est absolument impossible de garder une chose et de ne pas la transformer. La troisième loi, c'est que les extrêmes se rejoignent. Vous voyez à nouveau, quand vous voyez ce signe du Dao, lorsque la grosse goutte noire arrive à son extrémité, hop, il y a le début de la petite goutte blanche qui grandit, et lorsqu'elle arrive à la fin, c'est le début de la goutte noire. Par exemple, le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, c'est le premier jour de l'été, la saison la plus chaude, donc la plus yang, mais c'est le jour aussi où ça diminue. C'est-à-dire que le yin apparaît au zénith de l'été. Pas au zénith de la période la plus chaude, mais le premier jour de l'été, là où le jour est le plus long, hop, ça se transforme. Ça, c'est la troisième loi du yin et du yang, c'est les extrêmes se rejoignent. Intéressant cette notion de tout change à tout instant. Tout le temps. Les extrêmes se rejoignent, ça veut dire vous prenez un coup de soleil, donc c'est extrêmement yang, vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes glacé, vous avez des frissons de froid. L'insolation vous donne des symptômes de froid, alors que c'est l'extrême chaud. Pourquoi? Parce que l'extrême chaud se transforme en froid. Intéressant. Et la quatrième loi, c'est que lorsque l'un croît, l'autre décroît. C'est-à-dire, ça vous l'observez dans les mouvements du jour et de la nuit. Au fur et à mesure que les heures avancent, au début de la journée, au lever du soleil, le yang, la lumière, croît. C'est-à-dire que la nuit fait lentement place à la lumière jusqu'à midi. Et à midi, au zénith, que se passe-t-il? Le soleil descend à l'horizon, c'est-à-dire que la nuit commence à faire son apparition. Donc, comme tu l'as dit, la notion clé dont il faut se souvenir, c'est le mouvement incessant et perpétuel. Lorsque le mouvement s'arrête, c'est la mort. Je ne suis pas une grande spécialiste de la médecine chinoise, mais est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur c'est quoi ces 5 éléments? Bien sûr. Les 5 éléments, c'est ni plus ni moins que la transformation des énergies du yin et du yang sur la Terre. La première manifestation de ces 5 éléments, ce sont les 5 saisons. Alors pourquoi 5 saisons? Qu'est-ce que ça veut dire 5 saisons? Attends Victor, eux ils ont 5 saisons, c'est pas comme nous. Oui et non. Par Vas-y. exemple, au Canada ou sur la côte est des États-Unis, il y a ce qu'on appelle, que Jodassin a chanté, l'été indien. Ah dis donc, Voilà, donc on c'est ira asiatique ça? où tu voudras, quand tu voudras. Alors l'été indien, c'est une saison très particulière qui est en fin septembre, début octobre. C'est là où le feuillage change de couleur et il fait très très beau. C'est ça la 5e saison. L'automne quoi. Le début de l'automne. Ok. Pour
le chinois traditionnel, la 5e saison, elle correspond au centre, puisque chaque saison a une direction et un organe et un goût. C'est assez complexe et on ne va pas rentrer dans toutes les manifestations des 5 éléments, puisque ce n'est pas du tout le propos, mais à savoir qu'il y a 4 périodes de 12 jours dans l'année qui constituent la 5e saison. Donc ce n'est pas véritablement une saison, ce sont des parenthèses, des hiatus entre les saisons. C'est ça qu'on appelle les intersaisons en médecine chinoise, où on fait des exercices particuliers en Qigong. Par exemple, parce que les deux véritables intersaisons, c'est bien sûr printemps et automne. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont les saisons où justement l'échange du yin et du yang est le plus délicat. Hein, parce que le printemps, c'est la fin de l'hiver, donc la fin du yin et le début du yang. Et l'automne, c'est la fin du yang, la fin de l'été et le début de l'hiver. Donc c'est pour ça que ce sont des saisons parfois difficiles pour l'organisme. Parce qu'il y a ce véritable échange très fort. L'été, c'est la saison du yang, l'hiver, c'est la saison du yin. C'est assez classique. Hein. Je suppose que ça, c'est très intéressant. On verra ça après sur quel thé on choisit selon les saisons. Absolument, puisque comment doit vivre l'humain qui, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de la nature, de la planète, de l'environnement. Donc l'humain, lui, doit se comporter suivant les saisons. Alors, il doit se comporter suivant les saisons dans sa façon de s'habiller, bien sûr, ça c'est le plus évident, mais aussi dans sa façon de dormir, dans sa façon de travailler, dans son comportement sexuel et dans son comportement alimentaire. Tiens donc, et ça on l'a oublié. Voilà, surtout, j'allais dire surtout dans son comportement alimentaire, bon, les 3 principales fontaines, hein, c'est la façon dont on se nourrit, la façon dont on gère notre vie sexuelle et la façon dont on dort. Fontaine, tu veux dire là où on récupère de l'énergie? Non, ça vient de la connaissance védique. Il y a 4 fontaines. Hein. La 4e fontaine, c'est l'esprit de préservation. Ce sont les 4 règles directrices de notre vie sur Terre. Comment nous comportons-nous sexuellement? Comment nous comportons-nous dans notre sommeil? Comment nous comportons-nous avec notre alimentation? Est-ce qu'on mange n'importe quoi? Est-ce qu'on mange n'importe quand? Est-ce qu'on dort n'importe quand, n'importe comment? Est-ce qu'on fait l'amour n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui? Donc ça, ce sont les fontaines sur lesquelles le corps et surtout l'esprit peut exercer une certaine discipline. Discipline qui est vouée non pas à la contraction et à la rigidité, mais au contraire, à la légèreté et à la fluidité. Si on ouvrait, Victor, le chapitre de la diététique, ça m'intéresse beaucoup. Donc diététique et thé. Bien sûr. Alors, la diététique chinoise, une fois de plus, nous parlons de diététique traditionnelle. Nous ne parlons pas de Shanghai 2025, hein, bien sûr. La diététique chinoise, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent ces principes en Occident, parce que ce n'est pas la diététique chinoise, c'est la diététique traditionnelle. Or, chaque culture a une diététique traditionnelle. Le nord de la Norvège a une diététique traditionnelle. La Sicile a une diététique traditionnelle. Tu veux dire que c'est très local? Exactement. Première chose, local. Ce qu'on appelle macrobiotique, hein, qui est une école japonaise de diététique très complexe. Macrobiotique, en fait, ça veut dire dans un rayon de 30 km autour de chez nous. 30 km, c'était une journée de cheval. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, donc vous ne transportiez pas les salades, ni les légumes fragiles sur 30 km dans une carriole. Il n'y a pas le restaurant en Norvège, le Noma, le restaurant 3 étoiles, qui n'utilise que des produits dans un rayon de 20 km? Mais je ne savais pas, mais c'est très possible, puisque ça, c'est vraiment le macrobiotique. Je sais qu'il y a un restaurant aussi tout à fait au nord de la Norvège ou de la Scandinavie, où ils mangent que des produits locaux, des lichens, des algues, ce qui fait exactement ça. Donc, première chose, ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu snob, locavore, hein, ça veut dire manger local. Bon, moi, j'ai étendu un petit peu ces 30 km, on va dire, à 300,
puisque c'est une journée de camion. Mais attention, est-ouest, pas nord-sud. Parce qu'à 300 km d'ici, on est à Grenoble. Hein. Donc c'est une question de latitude en fait. Et plus que de longitude, parce que d'est en ouest, on reste sur des climats similaires. Du nord au sud, ça change beaucoup plus. Ouais. Pourquoi nord, yin, sud, yang. Ah oui. Donc plus on s'approche du sud, plus on s'approche de l'équateur, plus il fait chaud. L'équateur, c'est la ligne médiane centrale du yang, chaud. Et plus on s'approche des pôles, yin, froid. Donc de pôle à l'équateur, on passe tranquillement du yang au yin. Est-ce que sur la latitude, on reste à peu près sur les mêmes climats. Donc local. Deuxième chose, justement, par rapport à ces 5 éléments qui correspondent aux 5 saisons, des saisons les plus yin, l'hiver, aux saisons les plus yang, l'été. Vous remarquerez bien sûr que ce n'est pas du tout la même chose qui pousse en hiver qu'en été. En hiver, on va se nourrir essentiellement de racines, donc de choses qui nous alourdissent et qui nous nourrissent. Et en été, on va se nourrir essentiellement de feuilles, de fleurs et de fruits. D'où la nécessité de manger ce qui pousse en saison. La nature est parfaitement bien faite. Dans chaque lieu de la planète où vous habitez, pousse exactement ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. Le troisième concept, c'est une nourriture fraîche. Fraîche, ça veut dire... de saison. Fraîche, ça veut dire qu'il n'est pas conservé trop longtemps. Sauf si, bien sûr, vous faites des conserves à la maison. Fraîche, ça veut dire acheter, si possible, au marché des choses qui ont un jour. Pas des choses emballées dans du plastique, sous cellophane, dans des supermarchés qui sont là depuis une semaine. Ou qui ont traversé la terre entière, alors qu'on a les mêmes, presque. Ça, évidemment. Et si on l'a pas? Évidemment, manger des poires d'Afrique du Sud, c'est une aberration complète. D'abord parce que quand on mange des poires d'Afrique du Sud, c'est pas la saison ici. Hein, pas du tout. En plus. Et en quoi c'est préjudiciable de ne pas manger ce qui est de saison? Alors. Parce qu'on ne sait même plus, tu sais. Bien sûr. Donc sans parler des considérations économiques, macroéconomiques, et politiques, et philosophiques, et scientifiques et écologiques que vous imaginez, hein, bien sûr, comme tu dis, une poire d'Afrique du Sud qui a traversé 2 océans, c'est absolument ridicule, à cause de la thermie. Donc une fois de plus, on est dans le yin et le yang. En hiver, va pousser des choses de nature chaude, puisqu'il fait froid. En été, vont pousser des choses de nature fraîche, puisqu'il fait chaud. Un concombre, sa couleur verte, c'est une couleur yin, une couleur fraîche. On ne va pas manger un concombre en hiver. Pourquoi? Parce que le concombre, c'est extrêmement frais. Attention, hein, même en été, il ne faut pas non plus manger que froid. Par exemple, la pastèque, c'est froid, le melon, c'est froid. Si en plus vous le mangez qui sort du frigo, ça devient trop froid. Hein. Et ensuite, et pour finir, c'est une cuisson simple. Pas de cuisson trop élaborée. Et surtout, ne pas réchauffer des plats qui ont déjà été faits, que vous achetez tout prêt, cuits dans une usine et que vous mettez au micro-ondes. Aïe, 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 aussi les plats mijotés pendant 2-3 jours de ma grand-mère. Oui, en hiver. Père. Ah, en hiver, ça marche alors. Bien sûr. On peut. En hiver, puisque cette cuisson, elle yangise les éléments. Donc elle les rend de plus en plus nourrissants. La preuve, c'est qu'en principe, on n'a pas envie, enfin surtout nous du Sud, on ne va pas manger une daube en été. Hein. Non. Bien sûr que non. Bon, d'accord, Victor, mais qu'est-ce qu'on boit maintenant qu'on a bien mangé? Un demi. Alors, qu'est-ce qu'on boit traditionnellement en Chine? On boit de l'eau, bien sûr, on boit du thé et on boit aussi de l'alcool. Donc les 3 boissons, entre guillemets, du chinois traditionnel, c'est l'alcool fermenté, le thé au quotidien et bien sûr l'eau. Rappelons que le corps est constitué entre 70 et 80% de liquide, comme la planète. Hein, donc macrocosme, microcosme, là on voit bien la correspondance entre le monde dans lequel on vit et notre monde intérieur. Intérieur-extérieur, Exactement. même combat. Tout le monde est au courant aujourd'hui des difficultés à boire de l'eau pure, hein, puisque gros scandale avec Perrier, les microplastiques dans les bouteilles d'Evian, les bouteilles irradiées. Mais
dites-vous bien que dans la Chine ancienne, il n'y avait pas de nettoyage d'eau, hein. Donc les gens n'avaient pas tous un torrent de montagne au Sichuan, surtout au sud de la Chine. Donc que faisaient les Chinois? Ce que nous pouvons faire, nous, avec notre eau du robinet. Première chose, faire bouillir l'eau. Mhm. Deuxième chose, laisser reposer l'eau 24 heures. Et ensuite la consommer. Alors même pour faire cuire nos pâtes, si vous voulez, hein, ou pour faire de la soupe plutôt, et surtout pour boire au quotidien, et certainement pour faire du thé, puisque le thé est très parfumé, mais tu sais très bien que la qualité de l'eau va donner la qualité du thé. Je vous cite une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis allé rendre visite à une de mes filles à Paris, mal habitué à l'eau de source des montagnes d'ici. J'amène du très bon pu'er de chez Sabine et je fais un thé qui me brûle les côtés de la langue. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce thé infect? Qu'est-ce qu'elle m'a filé, Sabine? C'est impossible. C'est Jusqu'à trompé. ce que je découvre évidemment que l'eau du robinet de Paris a essentiellement le goût de l'eau de Javel, avec un arrière-goût d'égout. Donc l'eau du robinet de Paris a altéré le goût du thé au point où il n'était pas buvable. D'où la nécessité absolue de faire bouillir l'eau, de la laisser reposer 24 heures et ensuite de s'en servir. Ou bien sûr d'acheter un filtre, hein. Ça c'est une autre possibilité. Moi, je peux dire ce que je fais. J'ai plein de carafes. Dedans, j'ai des petites perles de céramique. Donc, je laisse reposer 24 heures dans ces carafes, l'eau, décantée, que le chlore s'évapore. Et après, je filtre sur des fils dont je contrôle la capacité de filtration. À un moment, il y a marqué, c'est des fils qui durent 21 jours. Et moi, je bois beaucoup de thé. Je les filtre, je les change au bout de 7 jours. Vous voyez bien que Sabine a tout à fait compris la nécessité d'avoir une eau le plus pure possible. Et je vous dis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à une source d'eau potable du village de montagne qu'on ne peut pas boire un bon thé sans aller acheter de l'évian ou une eau minérale quelconque, hein. Deuxième chose, pour finir avec l'eau, surtout l'eau à consommation quotidienne, ne jamais boire d'eau qui sort du frigo, hein. Ne jamais rien boire glacé. Donc depuis que je bois du thé, effectivement, heureusement, je me suis arrêtée de boire des sodas qui sortent du frigo. Alors, pensez qu'aux États-Unis aujourd'hui, la consommation de soda est passée devant la consommation d'eau, hein. Donc je ne vous raconte même pas les effets du soda sur la santé. On n'a qu'à aller faire un petit tour en Amérique du Nord et voir l'état du corps des gens et vous comprendrez tout de suite ce que ça fait. Mais c'est compliqué de s'enlever des mauvaises habitudes, des réflexes, et qu'en plus, on sait très bien que le sucre est addictif. Et moi, j'ai pu enlever la consommation de soda parce que j'ai le thé. C'est-à-dire, sinon, comment j'enlève ce réflexe à la fois très facile et très, très addictif. Absolument. Le thé contrebalance les effets du sucre, hein, en plus. Ouais, Donc mais ça, j'espère qu'on trouvera l'explication après. Que de boire du thé, c'est une très bonne manière de se sevrer du soda, mais c'est moins fun. Alors, Victor, quand est-ce qu'on boit son premier thé? Bonne question, Sabine. Voilà comment on devrait commencer la journée, hein, en se rinçant le visage et la bouche et en buvant une tasse de thé chinois, ce qu'ils appellent qing, c'est-à-dire léger. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on ait mangé dans la soirée, évidemment plus on mange lourd, sucré et gras, plus c'est pire, hein. L'estomac va digérer plus ou moins bien ce qu'on a mangé, l'assimiler plus ou moins bien, et il y a toute une partie de toxines qui, dans la nuit, vont remonter le long de l'œsophage et se déposer sur la langue. Donc si vous avez un enduit sur la langue, le matin, vous avez compris que ça vient de votre estomac, qui n'est jamais vide, hein. Ça, c'est une grave erreur de l'occidental moderne, habitué au luxe, il n'a jamais faim. Hein, bon, tant mieux, mais du coup, notre estomac n'est jamais vide. Donc, il y a toujours une stase dans l'estomac. Donc, le premier thé du matin, il est fait pour nettoyer la bouche et nettoyer l'œsophage des toxines et du gras qui se sont accumulés dans la nuit. Même si vous êtes végétarien, même si vous mangez bien,
ne croyez pas que vous n'allez pas avoir une remontée de toxines dans la nuit. Il faut avoir un estomac complètement pur et complètement clair pour ne pas avoir ça. Or, je vous garantis que 99,999% d'entre nous n'ont pas ça, même si vous faites attention à ce que vous mangez. J'aime beaucoup cette idée de relier le thé et le nettoyage du corps finalement. Parce que moi, je le disais d'une façon empirique. On dit que le thé nous nettoie de nos toxines et voilà, là on a le début de l'explication. Absolument, on va voir tout à l'heure quelles sont les propriétés du thé. Et effectivement, l'une des propriétés majeures du thé, c'est la détoxification avec un concept chinois traditionnel qui est complètement inconnu pour nous. Mais d'abord, je voudrais vous parler des saisons du thé. Ça c'est bien parce qu'en fait on vient de voir quand est-ce qu'on boit le premier thé, donc c'est le matin. Et là maintenant on va faire la saison d'été, c'est super. Voilà, de même qu'on se nourrit, locavore, c'est-à-dire local et saisonnier. Alors vous allez me dire, ah ouais mais le thé chinois c'est pas local. Certes, le thé chinois n'est pas local, mais on va se servir du thé comme une boisson médicinale. D'ailleurs moi je peux faire une aparté sur le fait que le thé ne soit pas local. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'initiatives partout dans le monde et ailleurs qu'en Asie où des gens cultivent le thé pour avoir du local. Malheureusement, on ne pourra jamais être en compétition loyale avec le thé chinois, dont le terroir a plusieurs milliers d'années d'osmose entre le théier et donc nous, tout ce qu'on pourra faire, c'est des jeunes thés, des jeunes arbres, sachant que moi, j'utilise des thés d'arbres pluricentenaires ou voire même des fois qui ont ils ont 2700 ans les arbres. Donc nous, quand bien même on viendrait faire pousser le théier en France, en Italie, aux États-Unis, on n'aura jamais des vieux arbres. Voilà, donc là, moi, l'année dernière, je suis allé à Ascona, sur les bords du lac Lago di Garda, je crois, en Suisse. Et là, il y avait une maison de thé, il y a du thé. Donc à Ascona, il y a eu une initiative de planter du thé. Mais ce que tu dis est extrêmement important, parce qu'on va voir aussi par la suite qu'est-ce qui donne le goût au thé. C'est bien sûr l'âge, mais c'est, comme tu dis, le terroir, comme avec le vin. C'est-à-dire que le thé, c'est Camellia sinensis quand même, donc c'est une plante d'origine chinoise. Donc vous parlez d'un produit qui est natif et qui a des millénaires de cultivation. Donc, de même que on doit manger d'après les saisons, on doit boire du thé d'après les saisons. Du thé chinois, j'entends. Parce que si vous buvez du thé britannique, enfin anglais, là... Mais là, il n'y a pas de saison. Non, il n'y a pas de saison, puisque je vous le dirais, c'est un thé nong, donc c'est-à-dire un thé noir, donc c'est un thé toxique, complètement fermenté. En plus, quand vous ajoutez du lait dedans et des scones, des crumpets, c'est plus du tout, c'est peut-être un très bon moment social, mais c'est plus du tout le thé dans sa version médicinale. Comme il était aux origines et depuis la nuit des temps. Donc, il y a à peu près 4, comme il y a 4 saisons, il y a à peu près 4 variétés de thé. Sabine les connaît bien mieux que moi, puisque moi je suis un goûteur de thé et je connais ses applications dans la médecine, mais Sabine, elle, c'est un maître de thé, c'est quelqu'un qui, depuis des années, source les thés, et donc qui en connaît beaucoup plus que moi. Mais en gros, on va dire que je pense que le thé le plus connu, à part bien sûr le thé anglais, c'est le thé vert. La plupart des c'est le plus vieux au monde. Voilà, c'est le thé vert. Alors, le thé vert, première chose à savoir, c'est un thé qui est frais. Donc, il ne faut pas le boire en hiver, puisque c'est un thé qui va rafraîchir notre corps. Est-ce qu'on fait un parallèle entre la couleur du thé qui est relativement claire, du vert, avec ce côté frais? C'est marrant la correspondance couleur-température, on va dire. Absolument, parce que le vert, c'est une couleur yin. Okay. Et le yin, c'est le froid. Alors, chou,
qui est une couleur marron foncé de terre, Mm. c'est un thé qui est chaud. Hein. Donc effectivement, il y a une correspondance couleur yin-yang. Hein. Donc on pourrait faire ce petit raccourci. Dans les saisons chaudes, boire des thés de couleur plus claire, et dans les saisons froides, prendre des thés qui ont une couleur bois foncé. Absolument. C'est tout à fait vrai, et d'autant plus que les thés foncés, je vais vous l'expliquer, sont des thés qui travaillent essentiellement le système digestif. Hein, donc le centre. Trop Donc bien. le centre, c'est soit ces 4 intersaisons, soit l'automne. Ensuite, il y a le thé blanc, qui est un thé neutre, donc on va pouvoir boire du printemps à l'automne, hein, voire en hiver, puisqu'il est neutre. À noter qu'il y a une certaine variété de thé blanc qui est utile pour ce qu'on appelle le chou, c'est-à-dire l'humidité-chaleur, qui est typique du sud de la Chine. Hein. C'est sûr qu'au Sichuan, il n'y a pas ça. Mais pour nous, ici, il y a certains thés blancs qu'on devrait boire, par exemple, maintenant, puisqu'il fait chaud et humide, voire au mois d'août. Hein. Tu me disais aussi que le thé blanc, c'était bien de le boire le matin, ce fameux thé clair. Il y a Alors, aussi... ce thé clair, effectivement, en été, on peut boire un thé vert. Attention, ne prenez pas un thé trop corsé, ni en goût, ni en temps d'infusion, ni en qualité. Hein. Je pense qu'il y a des thés verts beaucoup plus puissants que d'autres. Donc le thé du matin se doit à nouveau d'être ce qu'on appelle cheng. Cheng, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a pour but de vous purifier l'organisme. On évitera le Longjing le matin. Hein. C'est un peu trop puissant. Voilà, un très bon Longjing le matin, c'est inutile parce que effectivement, il est très puissant. Hein. Donc là aussi, le matin, d'où je ne recommande pas de prendre un expresso, première chose, le matin à jeun, parce que c'est un goût extrêmement puissant qui va choquer votre estomac. Le matin, il faut quelque chose de doux, de clair, qui va... On se réveille. Exact, qui va éveiller l'esprit. C'est pas des chocs. Ouais, c'est le début du yang. Hein. L'aube monte lentement. Ensuite, on a des thés semi-fermentés. Là, on arrive à nos thés préférés, hein, qui sont les pu'er, ou poulis en cantonais, qui sont des thés à boire de préférence en début d'automne jusqu'en fin d'hiver, début de printemps. Puisque là, Sabine vous le dira mieux que moi, il y a des dizaines de variétés de pu'er. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Vous avez des pu'er qui sont beaucoup plus légers. Vous avez des pu'er qui sont beaucoup plus puissants. Ne pas boire des pu'er très puissants, première chose le matin, bien sûr. Ça, ce sont des véritables thés de dégustation. J'avoue, depuis que tu m'as dit ça, j'ai arrêté le pu'er le matin. Mais tu peux boire un pu'er blanc, par exemple. Mais léger, ou peut-être une infusion, au lieu de faire 5 secondes, je fais 2. Voilà, ou un pu'er blanc. Tu vois, un pu'er blanc le matin, mais bon, tu vas pas charger 30% de feuilles de thé dans la théière, c'est trop fort, ta muqueuse stomacale. Vous voyez la teneur de nos conversations. En fait, on croise nos pratiques et on les enrichit de nos deux expériences. Sûr, bien sûr. Et ensuite, il y a le pu'er chou, bien sûr, qui a été, à part le Longjing, mon premier thé à Vancouver, hein, avec ce goût très prononcé de terre, voire de vieille cave que la plupart des Occidentaux abhorrent. Hein. Vous leur faites boire du pu'er chou, c'est immonde. C'est un goût de vieille cave, un goût de vieille malle rance, c'est dégoûtant. Pourtant, c'est par excellence le thé qui fait digérer le gras. Je vous raconte cette petite anecdote de ces grands restaurants chinois à Vancouver, où vous avez ces immenses tables rondes, hein, auxquelles sont attablées des familles entières. Et bien sûr, ils vous donnent des grosses théières de pu'er chou, de qualité de base, hein, bien sûr. Ils vous donnent du thé au jasmin si vous êtes un touriste, parce qu'ils savent que les Occidentaux n'aiment pas les pu'er chou. Quand le repas est fini, il reste toujours, parce qu'ils vous amènent des théières et des théières, ils vous en amènent comme le café en Amérique, la constant refill, parce que là c'est des théières, vous n'en commandez pas des théières, ils vous en amènent tout le temps. Donc il reste toujours du thé au fond de la théière. Quand tout le monde est parti, ils arrosent la grande plaque de plexiglas qui couvre la table de pu'er, et ils nettoient la table avec ça, hein. Pas avec de l'Ajax ni avec de l'eau de Javel, avec du pu'er chou. Donc ça dissout le gras. Ah ben là c'est une preuve alors. Hein. Bien sûr. Vous savez que la cuisine chinoise de restaurant est souvent grasse. Hein. On mange
beaucoup de viande, beaucoup de Mm. produits gras, donc d'où la nécessité de boire un power chew avec ça pour immédiatement émulsifier le gras. Hein, ça, on le verra par la suite. Une des propriétés du thé, c'est ça. C'est l'émulsification des toxines, l'émulsification des gras, l'émulsification des protéines, afin de pouvoir l'éliminer par l'urine. Très intéressant. Et le dernier thé dont on parlera peu, puisqu'il n'est pas Qing, mais ce qu'on appelle... petite parenthèse sur le Liu Bao quand même, Ah, que Sabine nous a fait découvrir récemment, qui est un thé extrêmement foncé. Hein. Si vous l'avez goûté, vous avez vu, il est au moins aussi foncé que le chou. Alors, ce que je dois vous dire aussi au niveau des propriétés du thé, c'est que le pu'er Sheng est un thé qui fait circuler. mhm. Donc, il dissout les amas, qui dissout les stases. C'est pour ça qu'il fait faire pipi, hein, parce qu'il Ouais. vous fait circuler et éliminer. D'où la nécessité de ne pas trop en boire. Hein, parce qu'il ne faut pas trop faire Chut, circuler personne non ne plus. sait que j'en bois des litres. Voilà, il ne faut pas trop faire circuler non plus. Le Liu Bao, c'est un thé particulier qui, d'après mon expérience personnelle, hein, notamment une fois où j'avais mangé des cochonneries, où j'avais l'estomac pas bon du tout, et le Liu Bao m'a guéri. Hein. J'ai bu une demi-douzaine de petites tasses de Liu Bao, ça m'a non seulement guéri l'estomac, mais également fait éliminer ce que j'avais dans l'estomac. Donc le Liu Bao est à la fois un thé tonifiant et circulatoire. Ouais. Alors que le pu'er ne fait que circuler. Donc le Liu Bao a cette particularité, sa couleur c'est la couleur de la terre, donc c'est la couleur du centre, hein, donc de la tonification du système digestif. Il a donc cette particularité, puisque tu me l'avais dit, hein, c'était le thé qui donnait aux travailleurs de force. Oui. Donc il doit être nourrissant. Oui. Parce que s'il ne fait que circuler, vous allez vous épuiser. Si vous travaillez, et qu'en plus vous buvez un thé qui fait circuler, vous n'allez pas tenir. Donc ce thé-là, à la fois nourrit et fait circuler. Donc bravo, c'est un thé vraiment au niveau médical qui a un double emploi. Je ne sais pas l'expliquer parce que le Liu Bao, c'est quand même un thé très foncé. On pourrait dire que c'est un thé d'hiver pour nous. Alors qu'en Malaisie, il n'y a pas d'hiver. Et eux, ils le boivent toute l'année. Il fait très chaud et ils boivent néanmoins ce thé très foncé. Après, ce n'est pas les mêmes qualités de thé. Les thés qu'ils boivent là-bas, c'est pas tout à fait le même que celui qui est vendu dans les magasins ici. C'est certain. Ensuite, je pense qu'il y a une habitude culturelle, mais Aussi. n'oublions pas que c'est un thé qui fait circuler. C'est donc un thé qui va nous aider à éliminer l'humidité. Ah oui, c'est un pays très très humide. Voilà, humidité, chaleur. Donc ce thé-là, il va à la fois nous renforcer le système digestif, mais il va aussi nous aider à éliminer la stase d'humidité. Tiens, d'ailleurs, Victor, je voulais te confier, tu sais, la difficulté que j'ai à expliquer le thé nature, parce que nous, ici en Occident, évidemment, on a des goûts forts. On boit avec du sucre, avec du citron, avec des gâteaux. Et en fait, le thé passe toujours sur un autre plan, sur un second plan, voire même un dernier plan. Et pour amener les personnes à ressentir la subtilité du thé. D'ailleurs, j'ai une question, Victor. Qu'est-ce qui fait le goût du thé ? Alors là, il y a plusieurs questions en une. Tu me reconnais bien là ? Oui. Donc je vais commencer par le goût en général. L'Occident est addict, hein, et accro au goût fort. Essentiellement au sucré et au salé. Or, nous avons déjà vu que le thé, par définition, se doit d'être Qing. Qing, c'est clair. Qui dit clair dit bien sûr peu goûteux, entre guillemets. Hein. Entre guillemets, ouais. L'idéal, c'est ce qu'on appelle Qing et Dan. Dan, c'est, entre guillemets, à nouveau, insipide. En fait, c'est le goût du congee, tu sais, la soupe de riz. J'aimerais faire un parallèle là sur le goût du thé, ce que j'ai expérimenté en Malaisie. Ça rejoint ce que tu dis. C'est en fait un thé qui a du goût tout de suite. Tu sais, un goût fort, puissant, mais c'est pas forcément un bon thé. Parce qu'en fait, le très très bon thé, très valorisé par les maîtres de thé qui ont l'expérience, en fait, il va passer très très vite dans ta bouche et il a suffisamment de puissance pour se faire oublier et c'est plutôt l'arrière-goût qui va arriver. Et ça, c'est plus intéressant pour un Chinois de mesurer la qualité du thé comme ça que le goût qui explose en bouche. Ça, c'est superficiel.
Alors, c'est très beau, ça, hein, cette histoire d'arrière-goût et de subtilité. Mm. Hein, ça me fait penser à la Bible qui dit qu'on mène son troupeau par derrière. Donc c'est aussi cette notion d'humilité, hein, qui est tout à fait présente là. Et pas bim bam boum, ça pète au nez, ça pète à la bouche, waouh, et après il n'y a plus rien. C'est Il y a ça. le vide existentiel. C'est exactement ce que font les arômes dans un thé. C'est-à-dire que ça explose en bouche et ça n'a aucune tenue dans le temps. Écoute, ça c'est une description malheureusement Bien ac- actuel. voilà, bien actuelle de notre addiction au goût fort, aux couleurs fortes, au plaisir fort, aux sensations immédiates. Mm. C'est effectivement le contraire. Le contraire de la tradition qui se fonde entre autres sur la subtilité, particulièrement chez les Asiatiques, on va dire. Alors, d'où vient le goût? D'où vient la saveur, hein, question que tu as posée. Il faut retourner un tout petit peu dans la théorie du yin et du yang, Mhm. en rappelant que le yang, c'est ce qui est invisible, et le yin, c'est ce qui est tangible. Donc, il y a une énergie yang qui vient du soleil et du ciel et de la lumière, qui vient du haut, le yang, qui descend sur Terre, hein, les rayons du soleil, et qui rencontre l'énergie yin de la Terre, puisque la Terre, on a dit, c'est tangible, c'est une boule, c'est solide, c'est humide, c'est froid. Ce mélange énergétique yin-yang va donner ce qu'on appelle le qi. Mhm. Le qi, rappelons qu'il est lié à la lumière, et il est lié à ce que les Chinois appellent les si liu qi, c'est-à-dire le vent, le froid, la tiédeur, la chaleur, l'humidité et la sécheresse. Donc là on voit déjà, ah oui, il y a du yin et du yang. Le froid c'est yin, la chaleur c'est chaud, l'humidité c'est yin, hein, puisque c'est collant comme le brouillard. Ces liu qi, donc ces entre guillemets manifestations climatiques, hein, du yang, vont évidemment avoir une influence sur la plante, sur la partie visible de la plante. Hein. Je te donnais comme exemple, là on vient d'avoir à la saison de fructification 15 jours de brouillard et peu de lumière en montagne, toutes les petites cerises sont tombées. Mhm. Il n'y a pas eu de véritable mûrissement parce que l'absence de lumière, l'absence de chaleur et l'excès d'humidité a fait tomber les fruits. Donc on voit bien immédiatement l'influence des qi du ciel sur le fruit, sur la feuille, sur la pousse. La deuxième chose, c'est l'énergie véritable de la terre, hein, qui donne ce qu'on appelle le goût. Donc ça, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, hors micro, on retrouve la même chose dans le vin. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la terre? Essentiellement des minéraux. Il y a une structure du sol. Par exemple, ici, on est en argilo-calcaire. C'est très bon pour le vin, pas terrible pour les pommes, hein, par exemple. Donc on voit tout de suite, ah mais pourquoi est-ce que les oliviers ils poussent en argilo-calcaire et puis les pommes elles poussent en Bretagne et puis le kaki ça vient d'ici? Pourquoi? Parce que comme tu le disais avec le Camellia sinensis, certaines plantes sont adaptées au terroir. Elles sont faites pour ce terroir-là. Alors comment est-ce que la plante absorbe le qi véritablement matériel, hein, de la terre? J'entends... Oui, oui, vous, là, au fond, c'est ça. Par la racine. Donc, plus une racine est profonde, plus une racine est ancienne, ce que tu as dit, un arbre Sur l'âge des arbres. millénaire, voilà, Ouais. est irremplaçable. Pourquoi? Ça fait 2000 ans ou 5 siècles qu'il est nourri de l'énergie de ce lieu. Donc, la plante va se nourrir des minéraux de la terre, les absorber, et nous, en nous nourrissant de la plante, nous allons véritablement nous nourrir de la terre. D'où l'importance de l'âge des arbres. Et quand on boit du thé industriel en sachet, qui sont des thés de plantation intensive, les arbres, ils ont entre 10 et 50 ans maximum.
En plus, tu as dit thé de plantation intensive, donc je vous laisse deviner ce qu'il y a dans le sol. Ouais, il n'y a Le que des sol, il est ides, mort. pesticides, Voilà, fongicides, le sol est herbicides. mort. Ouais. Donc les racines, elles n'absorbent rien des énergies de la terre. Hein. Donc on ne va pas être trop Dans la négatif finesse, non. et dramatique, etc. etc. Hein. Mais vous avez bien compris. Donc une plante, elle est nourrie par la lumière, comme nous. Hein. Notre maître Léon Cohen disait la seule différence entre l'homme et la plante, c'est que l'homme bouge. La plante est enracinée. Sans lumière, pas de vie. Sans terre, pas de plante. Sans plante, pas d'animaux et pas d'humains. Donc les saveurs, on a bien compris. Hein. La saveur du thé vient du terroir, c'est-à-dire de ce qu'il y a à l'intérieur de la terre, quelle est la composition chimique du terrain, et de l'atmosphère. Donc, imaginons un plant qui est situé au nord, n'aura bien sûr pas la même exposition ni au soleil, ni à la chaleur, ni au froid qu'un plant qui est situé au sud. Ouais, bien sûr. Un plant qui est situé en altitude n'aura pas du tout le même goût qu'un plant qui est situé au niveau de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du vin qui pousse près de la mer. Il a un goût salé. Toujours d'après ces 5 éléments, 5 saisons, il y a aussi 5 saveurs, hein, qui sont le salé, le sucré, l'acide, l'amer et le piquant. Bien sûr, chaque saveur correspond à un élément, chaque saveur correspond à un organe, mais pour nous, il est suffisant de savoir que ces 5 saveurs majeures sont présentes dans tous les aliments et également dans le thé. Pour ceux qui pensent comme moi qu'il y a une 6e saveur, c'est la saveur umami, ça n'existe pas chez les Chinois, en tout cas pas dans la médecine chinoise, hein, dans leur définition. Ça pourrait peut-être être ce qu'ils appellent dan, c'est-à-dire l'insipide, hein, ce dont on a parlé brièvement, c'est-à-dire qing et dan, c'est-à-dire clair et insipide, qui est, en fait est le goût du congee, hein, de la soupe de riz, qui a un goût. Et je ne peux pas vous garantir que ça correspond au goût umami, hein, bien sûr, mais il y a cette saveur, hein, la saveur dan. Alors, est-ce qu'on arrive au chapitre qui nous intéresse tous, enfin en tout cas moi, sur les propriétés du thé, si on peut commencer à aborder ce très vaste sujet? Alors, les propriétés du thé, bien sûr, puisque les Occidentaux sont férus de savoir à quoi ça sert tout ça, hein, et pourquoi, et est-ce que c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, il y a une véritable obsession pour ce qui est bon pour la santé, et je le comprends d'ailleurs. Le problème, c'est que ça change tous les 15 jours. Alors Victor, on a fini le goût du thé. Qu'est-ce qui fabrique le goût du thé? Et est-ce qu'on va aborder ce chapitre que j'attends avec tant d'impatience, les propriétés du thé? Bien sûr, Sabine. Les propriétés du thé, on va entendre par là, bien sûr, les propriétés médicinales du thé, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le thé, est bon pour l'organisme et pour le mental et pour l'esprit, hein, puisque nous allons voir que le thé chinois travaille sur les 3 niveaux, pas juste sur le corps physique. Alors, à savoir qu'en médecine chinoise, il y a une branche qu'on appelle en Occident la médecine préventive, hein, Yang Sheng Fa en chinois, c'est-à-dire les méthodes pour entretenir le principe vital. Ce sont les méthodes qui nous permettent d'accomplir notre mandat céleste, c'est-à-dire de vivre nos années sur cette terre en bonne santé. Hein, peu importe le nombre d'années que nous vivions, l'essentiel est qu'elles se passent en santé physique, émotionnelle, mentale et si possible spirituelle, optimale pour nous. Donc, une des premières propriétés de ce thé, c'est très connu en Occident, c'est l'antioxydation. Qu'est-ce que ça veut dire l'antioxydant? Ça veut dire que ça combat les effets délétères de l'oxygène, qui est absolument indispensable à la vie, mais qui aussi brûle les cellules. Hein. C'est le côté dark de l'oxygène, c'est qu'il nous fait vieillir. Donc l'antioxydation du thé est bien sûr prouvée, ce qui veut dire que nous allons vieillir plus lentement. Quel rêve! Sans botox, sans chirurgie esthétique. C'est peut-être le secret des Asiatiques, hein, qui gardent ce mystère de leur âge, peut-être grâce au thé. Donc cette fonction anti-vieillissement va se ressentir essentiellement sur la peau, hein, sur non seulement l'apparition des rides, parce que le thé nourrit les fluides du corps. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire par rapport à... Il n'est pas juste désaltérant. Hein.
Donc il va nettoyer la peau. Il a un effet, c'est vrai, sur l'acné, sur les problèmes de peau, parce qu'il faut savoir que les problèmes de peau tels que l'acné sont des problèmes d'origine digestive liés à la surconsommation de sucre et de protéines animales. Nous avons vu que le thé rafraîchit et fait circuler et enlève l'humidité. Donc l'humidité-chaleur, un sous-produit de cette diététique trop chargée, s'accumule dans notre estomac, s'accumule dans nos intestins et apparaît sur la peau. Oui, effectivement, le thé peut avoir une influence très bénéfique sur le teint et sur la peau si nous changeons nos habitudes diététiques. Bien sûr, si nous continuons à manger du sucre et des protéines animales en excès et du fast-food, c'est pas le thé qui va nous guérir. De même que les fonctions antitumorales du thé qui sont prouvées. Tu m'as dit tout à l'heure qu'au Japon, ils faisaient des études très sérieuses dans les universités, sur des laboratoires. Ils ont un service entièrement dédié dans un hôpital, directement à l'étude de la consommation du thé, mais en le rendant biodisponible, du thé vert aux patients cancéreux. Et ils sont en train d'étudier ça depuis des années, sur un service entier. Exact. Le thé vert essentiellement a de véritables propriétés antitumorales, mais c'est toujours pareil. Malheureusement, moi j'ai eu des patients atteints d'un cancer qui te disent est-ce qu'en buvant du thé vert mon cancer va guérir. Malheureusement, je ne peux pas dire oui ou non bien sûr, mais c'est sûr qu'on parle de gens qui ont bu du thé vert toute leur vie. D'autant plus qu'au Japon, il y a énormément de produits de l'alimentation traditionnelle qui sont anticancéreux, le tofu, les algues, le soja, etc. etc. Donc c'est toujours pareil. Méfions-nous de ces raccourcis. Ah oui, le thé est antitumoral, donc si je bois du thé, j'aurai jamais le cancer. Ça serait très beau et malheureusement trop beau. Ensuite, l'hypertension artérielle et calmée par la consommation régulière de thé, tout simplement parce que la plupart du temps l'hypertension artérielle est due à une chaleur excessive au niveau rein, foie, et que le thé est, on l'a dit, clair, frais et anti-stase. Donc l'hypertension artérielle, il y a toujours une stase, il y a une oppression quelque part, un peu comme l'arroseur arrosé, qui fait qu'il y a trop de pression en haut et pas assez en bas. Donc le thé va nous aider à réguler ça. Est-ce que par chaleur, tu entends agitation comme une inflammation en gros? Bravo. L'agitation mentale est une des sources de création de chaleur interne qui est un des éléments nécessaires au développement de la maladie. Donc un système inflammatoire, sauf s'il est lié à une allergie alimentaire, est causé par ce qu'on appelle vulgairement maintenant le stress, mais c'est-à-dire, comme tu l'expliques, une agitation mentale, qui va se traduire ensuite par une agitation émotionnelle, puis une agitation physique. Et ça va créer, oui, une chaleur interne. Et la chaleur interne est, je le répète, un des éléments clés de la maladie. Moi, j'aimerais bien témoigner de mon exemple personnel, c'est-à-dire moi, je suis une personne excessive dans mon alimentation. Je suis un bec sucré, comme on dit. Mais c'est pas que je prends un petit truc. C'est que quand j'ouvre un paquet de quelque chose, je mange le paquet entier dans la minute qui suit l'ouverture. Et donc, je peux pas dire que le thé m'empêche de grossir ou le thé me fasse maigrir. Mais ce dont je suis certaine, c'est que face à mon excès, mon agitation alimentaire, le thé régule, le thé atténue les effets toxiques de ce que j'impose à mon corps par ces excès-là. Absolument. Dès que je mange un gâteau ou quelque chose de lourd ou un paquet de chips, oui, ça m'arrive, je vais tout de suite boire du thé. Et donc ça, c'est le système poison contre poison. Il n'est pas question d'avoir une vie de moine, sauf si on a envie, bien sûr. Mais il y a des poisons dans l'alimentation et le thé est un véritable contrepoison. Donc on peut se faire un plaisir en consommant un aliment trop sucré ou un aliment trop salé. À partir du moment où c'est pas récurrent, excessif, on le contrebalance en buvant du thé. Et on arrive comme ça à l'équilibre. L'équilibre du yin et du yang, l'équilibre, c'est quelque chose de primordial pour les Chinois traditionnels.
Ensuite, on va arriver à l'effet du thé sur le système digestif. Ce dont le système digestif a horreur, on en a parlé, hein, c'est la stagnation. La stagnation alimentaire. Or, l'occidental mange trop, trop souvent, mal, c'est-à-dire debout, en travaillant, sans prendre le temps de se reposer. Devant l'ordinateur. Le pire, en activant son mental. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité mentale utilise de l'énergie du système digestif, hein, de la rate essentiellement. Or, quand on mange, on a besoin de toute l'énergie du système digestif. Donc, si vous mangez en travaillant, si vous mangez en lisant, si vous mangez sur votre téléphone, eh bien, vous ne pouvez pas digérer correctement. Vous allez donc créer des stases. Ne croyez pas que les gens qui sont en surpoids ont des stases et que les gens minces n'ont pas de stases. C'est faux. Vous pouvez avoir un estomac rempli avec des stases importantes et être mince. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes gastriques et digestifs et qui n'ont pas du tout de surpoids. Donc ne confondons pas stagnation avec surpoids, hein, s'il vous plaît. Ce sont deux choses similaires mais tout à fait différentes. Peut-être que la stagnation est à l'origine aussi des choses et c'est invisible. Ce que tu dis toi, c'est que... Alors, je vous cite un petit proverbe chinois. Huo Qi Tan Yu. Huo, ça veut dire chaleur. Qi, on a vu ce que c'était, hein, c'est l'énergie. Tan, c'est un sous-produit de la rate. Ce sont des toxines solides. Et Yu, c'est la fin de la stase, c'est-à-dire le blocage. Donc on voit, comme tu l'as dit, la chaleur provoquée par l'agitation mentale va créer un trouble au niveau de la circulation énergétique du qi, qui va se ralentir. En se ralentissant, il va fabriquer des dépôts au niveau des artères, au niveau des articulations, au niveau du côlon, et ces dépôts vont finir par créer de véritables blocages. Le thé, en éliminant la chaleur, en calmant l'esprit et en faisant circuler, va nous aider à lutter contre ce cycle malveillant, hein, pas bénéfique de la maladie. Donc oui, une fois de plus, le thé pris dans des conditions optimum, en prenant son temps, en prenant un thé de qualité et en le faisant comme il faut, ou en compagnie de quelqu'un qu'on apprécie, est extrêmement bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Alors, on va parler maintenant justement de deux notions typiquement chinoises. La première, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le thé qui est si bénéfique? C'est ce que les Chinois appellent Danming. Danming, c'est une substance protectrice qui existe à l'intérieur des plantes et qui leur permet de lutter contre les agressions extérieures, les radiations, la pollution, les blessures. Remarquez qu'une plante blessée se remet très bien. Elle cicatrise toute seule, elle fait des bourrelets exactement comme un humain. À Tchernobyl, il n'y a pas de forêt avec des arbres à 8 têtes ou qui ont changé de structure de feuilles. C'est étonnant, hein, mais vous remarquez que à Tchernobyl, la forêt, enfin je ne suis pas allé, mais les animaux ont muté, certains humains sont encore là-bas, mais la nature, pas vraiment. Hein, les arbres sont toujours les arbres, il n'y en a pas un qui est mort. Hein. Donc ils sont capables, d'ailleurs notre maître nous disait, le thé vert a des propriétés contre la radioactivité, reconnues. Les Japonais le savent, hein, Hiroshima, Nagasaki, s'ils vous disent que ça a des propriétés contre la radioactivité, je pense qu'ils savent exactement les pauvres de quoi ils parlent. Donc ce Danming, cette substance qui est à l'intérieur du thé, lorsque nous le buvons, rentre à l'intérieur de notre corps et fait exactement la même chose. C'est-à-dire elle va s'allier avec les corps toxiques, radioactifs, les métaux lourds, les toxines des protéines animales, les toxines du gras monosaturé, va s'allier avec et les rendre solubles. C'est-à-dire que nous allons les éliminer par l'urine. Donc ça, c'est un côté extrêmement précieux et très peu connu, hein, cette notion de Danming du thé. Et pour finir, je voudrais parler d'un concept aussi très traditionnel et peu connu, c'est que le thé affecte ce qu'on appelle en chinois le shen. Alors qu'est-ce que c'est que le shen? C'est l'esprit. Intéressant. Qui est logé dans le cœur. Hein. Donc le thé élève l'esprit. L'alcool va nous alourdir. Le thé va nous élever.
Et vous remarquerez, ceux qui ont eu la chance d'être assis avec Sabine, de passer un moment qui paraît quelques minutes, alors qu'en fait c'est quelques heures parfois, en buvant du thé, au bout d'un certain temps, il y a comme un fluide qui passe entre nous. Il y a une harmonie qui s'installe. On parle peu, on se sent bien, on se sent calme, on se sent apaisé, pas du tout énervé. Et ça, c'est typique du thé de bonne qualité, préparé comme il faut, avec quelqu'un qui y met son cœur et qui vous le transmet. Donc cette notion de transmission, c'est la cérémonie du thé japonais. C'est fait pour faire passer quelque chose. Je regardais un film hier, un film japonais de samouraï, où l'époque où les samouraïs n'avaient plus le droit de combattre parce que le pays était en paix, beaucoup se sont reconvertis dans la cérémonie du thé. Et il y a une cérémonie du thé entre samouraïs, et l'un des samouraïs dit « Oh, mais il y a une tension dans cette cérémonie, comme lors d'un combat. » Donc le samouraï avait réussi à faire passer dans cette cérémonie du thé l'esprit du samouraï. Donc quelque chose qui avait agi directement sur l'esprit des participants. Voilà pourquoi il est indispensable pour ressentir ça, d'avoir ce que tu proposes, c'est-à-dire un thé de bonne qualité. Vous avez compris l'importance du terroir, vous avez compris l'importance de l'âge, vous comprenez l'importance de l'intention dans le thé. Est-ce que je veux gagner beaucoup de sous, est-ce que je veux faire comme les compagnies des Indes britanniques qui se servaient du thé pour asseoir le pouvoir des colons, ou est-ce que vous vous servez du thé pour faire passer un message de paix et d'harmonie? Alors je crois que sur ces bonnes paroles, Victor, on peut dire qu'on a fini ce premier épisode sur le thé et ses propriétés. Exact, je vous ai dit à peu près oui, tout ce que j'avais à vous dire de façon le plus claire possible et que ce soit assimilable. Et si jamais cet épisode vous a intéressé et que vous voulez aller plus loin, nous pouvons imaginer un échange sous forme de questions-réponses. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous le marquer en commentaire. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les suites de ce podcast. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés.